Africa numéro 1, Yili. Bonjour et bienvenue sur le plateau de la radio africaine. Kémy Séba, merci d'avoir répondu à notre invitation après les succès de vos deux précédents ouvrages, Négritude et Black Nihilisme. Vous êtes venu donc pour nous présenter ce troisième ouvrage dont on parle sur les réseaux sociaux, notamment intitulé Obscure Époque. Il s'agit d'une fiction géopolitique inspirée de faits réels, dites-vous. Vous êtes d'ailleurs en ce moment en tournée européenne, une tournée que vous avez entamée il y a quelques semaines, une série de conférences débats que vous allez donner un petit peu partout à travers l'Europe, à travers la France également. Et on constate que vous avez de plus en plus de soutien, notamment sur les réseaux sociaux, de plus en plus de public qui vous suit et qui valide votre idéologie. Alors, première question, Kémy Séba, comment expliquer cette popularité qui grandit? Qui vous suit? Qui est le public qui suit Kémy Séba? Tout d'abord, merci et bonjour à mes deux sœurs présentes dans ce studio et bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous écoutent et qui écoutent cette émission de manière générale et la radio de manière plus globale. Pour vous répondre, j'espère qu'on peut se tutoyer si ça vous ne dérange pas. T'as plutôt intérêt. D'accord. Donc en plus on me menace, voilà. C'est l'Afrique, c'est l'Afrique. Je dirais que cette popularité a commencé à devenir palpable à partir du moment où je suis rentré sur le continent africain. Oui. Je pars du principe que, avec un recul, qu'un panafricain loin de l'Afrique, in fine, c'est comme un footballeur sans ballon ou loin du terrain. Il arrive un moment où, lorsque l'on parle de la défense des intérêts des Africains, il faut se confronter au réel. Il faut se confronter à la réalité. Ça ne veut pas dire qu'on doit y être 24/7. Il y a des gens qui sont dans la diaspora, comme vous, qui mènent un travail, comme d'autres, et qui mènent un travail visant à revaloriser le continent africain. Mais il est évident qu'il est toujours plus profond et toujours mieux perçu c'est toujours mieux perçu par le peuple lorsque vous venez vous confronter aux réalités, vous confrontez aux difficultés et vous finissez par vous intégrer au paradigme africain. Et vous essayez de contribuer à améliorer les conditions de vie des vôtres sur le continent africain en tant que tel. Et de là, aujourd'hui, on vit dans un monde globalisé. Avec Internet, les activités des uns peuvent être vues à différents endroits dans le monde, sur le globe. Je pense que la diaspora, et même ceux qui pouvaient avoir à un moment donné peur, lorsqu'ils ont vu l'ascension qu'on a eue à l'intérieur du Sénégal, du continent africain, de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique francophone de manière générale, via la télévision et via les médias, etc., le regard a changé de manière drastique. Moi, je l'ai senti très profondément. Et on ne peut pas s'en plaindre. Maintenant, sur le terrain diasporique, c'est un public beaucoup plus urbain, pas qu'on se mente. Alors que sur le terrain du continent africain, c'est beaucoup plus la jeunesse universitaire, les différentes diasporas dans tous les pays où on va. On a la possibilité d'être écouté dans toute l'Afrique francophone via le bouquet Canal Satellite qui diffuse notre émission. Et où on bat pas mal. Pas que les jeunes, il y a des ménagères aussi. Il y a aussi des ménagères, évidemment. D'ailleurs, il y a une tantine qui nous a appelé à partir du moment où on a annoncé que tu étais là, présent, invité aujourd'hui. Il y a une tantine qui nous a appelé, tantine Awa, tout de suite, qui a dit, moi j'appelle, dites-lui que je le soutiens, que je le suis. Vous le dites que je l'embrasse très 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 fort parce que tu fais bien de le rappeler. Il est évident qu'il y a aussi des mamans et des papas qui nous écoutent de manière très nombreuse là-bas. Et en réalité, le fait qu'on soit rentré, lorsqu'on a reflué vers l'extérieur, on est revenu avec évidemment une autre densité, un autre regard aussi. Parce que quand tu vis sur le continent africain, obligatoirement, tu as un autre regard aussi sur les réalités diasporiques, sur les réalités occidentales. On a aussi ces dernières années eu beaucoup de voyages. Je me suis rapproché d'un des anciens ministres de Hugo Chavez, devenu désormais l'ambassadeur du Venezuela en Afrique de l'Ouest, et José Corcega, dont on est très proche. Je me suis rapproché d'Ahmadinejad. Vous êtes en Iran aussi. Voilà, en Iran, monsieur Ahmadinejad, qui est quelqu'un que j'apprécie. On s'est rencontrés 3 fois en 1 an et demi. Il m'a invité 3 fois en 1 an et demi. On s'est rapproché des Cubains. La télévision m'a énormément apporté au pays et m'a permis, je pense, de densifier le message qui est le nôtre, plus que jamais, et de donner une autre voix ou un autre son de cloche à des gens qui estiment ne pas avoir leur voix au chapitre dans ce concert des nations. Alors, vous vous revendiquez comme un panafricaniste révolutionnaire, et même si le fond de votre idéologie n'a pas trop changé, elle ne s'est pas pervertie au fil du temps, c'est ce que je voulais dire, mais elle a pris d'autres formes, elle s'est affinée, elle s'est radoucie. Est-ce que Kémy Séba s'est radoucie au fil du temps? Est-ce que l'exil africain l'a rendu un petit peu plus posé? Attends, déjà il sourit Aïssa, donc on dirait que... Ça me fait sourire parce que bon, l'exil africain, je dirais le périple et le voyage, le retour aux sources, il est évident que lorsque vous êtes entouré des vôtres et que vous êtes dans un environnement où on ne vous juge pas sur votre couleur de peau, mais sur la densité de vos idées,
vous êtes beaucoup plus en harmonie avec votre environnement, comparativement à une région où on vous juge d'abord sur votre couleur de peau, on vous juge d'abord sur le cliché qu'on veut apposer à la réalité paradigmatique qui est la vôtre. En Occident, j'ai toujours eu un adage qui a été « je suis humble avec les vertueux et je suis insolent avec ceux qui le méritent ». Et c'est pas quelque chose qui changera. J'étais il y a quelques jours en interview avec un journal français que je ne citerai pas, où si la personne n'est pas respectueuse avec moi, je ne serai pas respectueuse avec elle. Je pense que aussi le problème de l'Africain est que on a développé une image à l'extérieur, on a toujours cette sensation que on peut être considéré comme des paillassons, on peut être considéré comme des gens auxquels on peut très mal parler. Et moi, je dis que j'hausse le ton quand c'est nécessaire, mais quand je suis en famille, j'ai aucune raison d'hausser le ton. En Afrique, partout où je vais, j'ai été en Afrique, je travaille entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Je suis face à des gens qui débattent sur le terrain des idées. Ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord sur les propos énoncés. Mais il y a une finalité qui est la même, c'est qu'on veut tous le développement du continent africain. Et les gens en Afrique ont cette compréhension de ceux qui prennent des risques. Alors qu'ici, la diabolisation a pu toucher ou pervertir l'esprit de certaines personnes qui se sont dit « Ah, si BFM a dit ou si TF1 a dit que Kémy Séba était un méchant noir, ça veut dire qu'il l'est. » Ça n'a marché que chez une catégorie de personnes, mais au sein de bon nombre de gens dans les quartiers populaires, en France, en Occident, en Belgique, en Suisse. Grâce à Internet aussi et grâce au câble, les gens ont beaucoup plus une vision claire et nette de notre action. Donc, je me suis pas adouci, mais je m'adapte à mon environnement. J'ai aucune raison de serrer les dents sur le continent. Même aujourd'hui en Occident, j'ai plus de recul. Parce que je me dis qu'on est quand même dans un pays... On le sent, On le dit... on le sent en même temps. Est-ce qu'on s'est connus avant ? Mais attends, c'est pas parce qu'on ne se touche pas, on ne se palpe pas qu'on ne te connaît pas, Kémy. Quand je dis ça, tu connais peut-être une perception médiatique de moi, c'est ce que j'essaie de te dire, ma sœur. Mais je connais ce que aussi tu exposes de toi, à travers les médias, les réseaux sociaux. Donc on te suit. Qu'est-ce qu'on expose de nous? Ça m'intéresse. On te suit. Je vais t'interroger. Je vais retourner l'interview. Attends, tu vas rien retourner du tout. N'importe quoi. On peut, ma sœur. On peut tout faire, mais c'est nous qui décidons quand même. Bon, vas-y. Donc à travers ce que tu laisses percevoir aujourd'hui, c'est pas ce que je te disais, Aïssa, on dirait qu'il s'est adouci le gars. Et même, j'ai lu ton bouquin très très cher, Mon chéri, Obscure Époque. Et même à travers ton bouquin, c'est ce que je dis dans tous mes ouvrages depuis. Ouais. Voilà. Et alors, excuse-nous arriver à attraper les moments où on sent que tu es humain. Et que tu as une sensibilité, et que tu t'es en plus Fatou, adouci. ma très chère sœur, tu sais, qui dit adoucissement dit qu'au départ il y avait durcissement. Et je dis et je répète que on est dans un environnement où on veut ramollir le noir de manière perpétuelle. En Occident, tout le monde le voit, tout le monde le sait en Afrique. Il y a qu'en Occident que ça fait l'objet de tabous, de débats. Et je dis que dans un environnement où on a voulu castrer le noir psychologiquement et médiatiquement, il fallait qu'il y en ait qui durcissent le ton. Ce qui ne signifie pas, quand tu lis mes ouvrages, c'est mon 4e ouvrage en tout, mon 3e public, mais mon 4e ouvrage en tout. Ce que je dis dans cet ouvrage, ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis un certain nombre d'années, savent que ça fait en 2016. Tu l'as toujours dit? Non, on va dire qu'il y a eu une transition, comme j'explique dans Supranégritude. À partir de 2007-2008, tous ceux qui me suivent savent que ce discours-là que tu vois aujourd'hui, je le tiens depuis un certain nombre d'années. Donc il y a eu une évolution. Ouais, sauf que on dirait que tu mets un peu plus de sourire autour de ça. Enfin, en tout cas, moi, regarde. Pourquoi tu es si controversé? Pourquoi les gens finalement ne te suivent pas tant que ça? C'est pas vrai. Moi, je pense que je vais te surprendre en disant que je pense que pourquoi on diabolise Kémy Séba? Je te nuance ton propos en disant que sur la sphère publique noire française, je pense être l'un des personnages les plus suivis aujourd'hui. Je te le dis froidement, francophone. Mais il te reste encore des détracteurs. Tout le monde ne te suit pas. Quand on reçoit Kémy Séba, oh là 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 là. Ouais, non, mais lui, il est trop extrémiste. Bien sûr qu'on a, et heureusement qu'on a encore des détracteurs. Si Dieu même lui-même ne fait pas l'unanimité, c'est pas un petit nègrillon comme Kémy Séba qui la fera. Maintenant, ce que je suis en train de t'expliquer, moi, il y a des gens à qui je n'ai pas envie de plaire. Je te le dis froidement. Il y a des personnes qui ne font pas partie d'un paradigme qui me paraît être en adéquation avec la réalité ou la revalorisation africaine. Maintenant, les gens dotés de raison, qui ont du cœur, qui soient modérés ou radicaux, on a une large palette de personnes qui peuvent se considérer comme nos sympathisants aujourd'hui. Des gens qui ont appris à voir ce que tu dis. Aujourd'hui, on te voit sourire. Il faut aussi analyser les médias. Tu travailles dans les médias comme moi. Analyser comment les médias fonctionnent. Les médias français n'avaient aucun intérêt, lorsqu'on est émergé sur la sphère publique, à me montrer quand je souriais. Il y a des moments où je souriais, mais tu regardes les photos des années 2005, j'ai toujours la gencive coincée, en mode vénère. Pourquoi?
Parce que ça correspond à l'imagerie qu'ils ont voulu véhiculer de nous. Faut étudier ça. Et quand les réseaux sociaux sont apparus, quand je me suis saisi des médias, excuse-moi ma sœur, parce que on parle beaucoup, mais quand je me suis saisi des médias, j'ai intégré les médias en Afrique, les gens commençaient à me voir sourire, les gens commençaient à me voir bien rasé, mieux rasé qu'aujourd'hui, les gens commençaient à me voir avec mes boubous, les gens commençaient à me voir... Et on s'est dit, mais il est humain. Mais oui, et là je suis d'accord avec toi, mais... on s'est dit ne signifie pas que je le suis devenu. Peut-être que la perception médiatique, et c'est pour ça que je parlais, avant que l'émission commence, je te parlais de France 4. Pourquoi le reportage de France 4 est un tournant dans la sphère des médias français? Ils sont venus me suivre 1 semaine et demie en Afrique, puis en Occident, pour comprendre les raisons de mon succès auprès de la jeunesse africaine. Et pas que jeunesse. Et ils ont voulu montrer que le regard qu'on a en Occident sur moi correspond à un cliché. Mais que sur le continent africain, ce qui est considéré comme diabolisable en Occident est considéré comme honorable sur le continent. Et c'est là où moi j'insiste en te disant, ma sœur, que non. Peut-être que j'ai commencé, je me suis fait connaître, j'avais 24 ans. J'en ai 35 aujourd'hui. Je suis un père de famille. Je suis un père de famille. De combien d'enfants? De 3 enfants. 4 en réalité, parce que j'en ai un adoptif. D'accord. De la même mère? Pas tout. Non, de 2 mères différentes. D'accord. Et qui sont les piliers, les toits de mon âme. Parce que je le dis et je le répète que l'homme africain sans la femme n'est rien. Et que ce soit ma fille, que ce soit les mères de mes 2 enfants, que ce soit ma mère, c'est l'essence même de ma vie. Et je le préciserai, je le répéterai toujours. On le sent bien d'ailleurs quand tu parles de la femme dans tes écrits, avec beaucoup de respect, de pudeur et de respect. J'aime beaucoup. On a envie d'être ta femme, toi, quand on lit tes livres. Ah bah écoute, tu vas me faire blanchir. Mais ce que je veux dire plus sérieusement, ma sœur, mais ce que tu dis est très sérieux, c'est que on est à une ère aujourd'hui où l'Africain est en train de se réapproprier son image, en train de se réapproprier son discours. Et tout à l'heure, tu disais qu'il y a des gens qui trouvent qu'Kémy Seba est extrémiste. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est une réalité. Il faut maintenant analyser aussi quel est le paradigme, le regard de ces personnes-là. Parce que le discours d'indépendance de l'Afrique, le discours d'une revalorisation du continent africain et d'une virilité, pas virilité au sens uniquement masculin en tant que tel. Quand on dit vira, il y a aussi le sens héroïque, si on étudie l'étymologie du mot, d'une virilité du peuple africain en tant que tel. Cette virilité peut déranger les personnes qui s'arrangent ou qui sont contents qu'on vive dans une situation où le noir est considéré comme une entité émasculée. Donc, il faut avoir une vision d'ensemble. Sur le continent africain, je dérange beaucoup de dirigeants aussi, faut le savoir. Je plais à beaucoup de personnes auprès du prolétariat, auprès de la jeunesse africaine, la jeunesse universitaire, la jeunesse de certaines villes. Mais de l'autre côté, je dérange certains ministres. En RDC, par exemple, vous n'êtes pas autorisé à entrer sur le territoire de Exactement. RDC. En fait, j'étais venu pour une mission humanitaire, justement, à cause de la situation des femmes violées au Kivu. Oui. Et j'étais invité par une militante humanitaire congolaise qui s'appelle Chantal Faïda en 2012. Et donc, lorsque je suis venu, évidemment, les autorités congolaises, connaissant un petit peu mon discours, se sont dit que si on le laisse rentrer dedans, il va foutre la merde. Et j'ai été traité comme... Même les sans-papiers ici, nos frères sans-papiers sont traités de manière beaucoup plus respectueuse et honorable de la manière dont j'ai été traité par mes propres frères. Ça aussi, ça fait beaucoup réfléchir sur la manière dont les gens se comportent. J'ai été aussi interdit d'entrer en Suisse au motif que je serais un personnage trop dangereux pour l'ordre public en 2012 aussi, et en 2013 j'ai encore été interdit, mais quand on m'interdit, on m'escorte, et j'ai l'impression d'être dans un film New York Police Spécial. J'ai des personnes qui m'escortent avec respect et éthique et dignité, mais au Congo on a failli se battre, sauf que j'ai pas les armes face à 5 militaires de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement congolaise. Donc il y a une réalité qui est là-bas que j'essaye d'exposer. La télé a un impact beaucoup plus puissant sur le continent africain qu'en Occident, où les gens commencent à être désabusés par ce média. Les gens aujourd'hui se servent plus d'Internet. Là-bas, la télé, il y a un rapport quasi religieux. Donc à partir du moment où mes interventions sont regardées dans toute l'Afrique de l'Ouest francophone et aussi en Afrique centrale, c'est ça aussi qui a changé la donne sur le terrain de la popularité et de l'audience. Même si le terme popularité est très éphémère, on n'est pas là pour faire du rap ou de la musique. On fait de la politique et un travail social. Il a été à l'école. Pour revenir sur la controverse et finir dessus, d'ailleurs, tu dis « Je ne regrette absolument rien. Si vous retirez une seule étape de ce parcours, je ne serai pas celui que je suis aujourd'hui. » C'est une réalité. Ma très chère sœur, c'est une réalité dans le sens où partout où je vais, que ce soit sur le continent ou dans la diaspora, je vois des gens qui me parlent aujourd'hui encore de la tribu K. Certains sont des nostalgiques alors que moi, je suis passé à plusieurs étapes. Certains me sortent du Hotep à une époque où je suis plus forcément à ce stade-là, ce qui n'en demeure pas moins, c'est le kémitisme, tout ce qui s'ensuit demeure une grille de lecture comme la Grèce antique peut l'être pour les occidentalistes. Et il a fallu que je commence dur, je pense, pour me faire beaucoup plus comprendre aujourd'hui. Si j'étais venu en mode Yannick Noah pieds nus, tout ça, dès le départ,
j'aime le frère, c'est un grand frère, c'est un aîné, mais je suis pas sûr que si on me voyait jouer du djembé dès le départ, les gens m'auraient respecté. Et il a fallu qu'on serre les dents, qu'on tape du poing sur la table, qu'on aille chercher des gens qui maltraitaient les nôtres aussi, que le gouvernement nous diabolise, le gouvernement nous attaque, et cette diabolisation a été notre médaille dans la rue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux faire des conférences à l'université au pays, je peux travailler à la télévision, mais quand je viens dans certains quartiers, je vais dans des quartiers où très peu de gens peuvent aller, et les gens me donnent du respect parce qu'ils ont ce rappel, ils ont cette mémoire qui est que on a été la seule organisation noire, et j'ai fondé la seule organisation noire qui a été interdite en Conseil des ministres sous la Ve République. Pourquoi? Parce qu'elle était jugée dangereuse. Pourtant, c'était dissoute. Dissoute, exactement. Pourtant, on était 40 noirs, on était simplement partis voir des milices sionistes qui tabassaient des noirs, et ça n'a pas plu à Sarkozy, par clientélisme politique certainement, mais on va pas déborder pour ne pas vous créer des problèmes. Alors, changeons de sujet. Comment il appelle chacun assume ses... Sarkozy dans le bouquin. Attends, tu l'appelles comment dans le bouquin? Donc vous avez vu un rapport entre Nicolas Napoléon et Sarkozy. Là, vraiment, vous êtes en train de m'insulter. Moi, me mettez pas dans des situations telles que celle-ci. Nicolas Napoléon. Alors justement, pour en revenir à ce livre, Kémy Séba, qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire? Qu'est-ce qui a déclenché Il a dit que tu le tutoies. Elle peut me vous voyer. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire ce livre? Et moi, je peux tutoyer. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire le livre? Écoute, ma sœur, pour te répondre clairement, je dirais que l'actualité est la meilleure des réponses à te donner. C'est ça. Il suffit de regarder les faits divers par sa fenêtre pour comprendre qu'on vit une époque qui est plus que lugubre, qui est plus qu'obscure, dans laquelle les tensions communautaires sont plus que jamais instrumentalisées, dans laquelle un certain nombre de situations, quand on parle des manipulations d'État, tout le monde le voit aujourd'hui, sans rentrer dans un complotisme de bas étage, ce sont des choses qui existent. Ouais. Lorsque l'on parle du terrorisme, je suis entre Dakar et Bruxelles, donc la conférence que j'ai faite hier, c'est hier ou avant-hier? Avant-hier, dans le quartier des terroristes, entre guillemets, à Scarbeck, on sait ce que c'est que cette époque obscure, et je pense qu'il était nécessaire d'essayer de donner un décryptage éloigné de BFM ou de TF1, excusez-moi de citer les chaînes, sur la situation que l'on vit aujourd'hui, sans avoir la prétention de dire qu'on a la vérité absolue, parce que je me méfie aussi, sinon j'aurais fait un essai. Ouais. Sinon j'aurais fait un essai. Et là c'est un roman. J'aime pas le terme roman parce que la street roman, ça fait un peu dep, mais ce que je veux dire, c'est pas une fiction géopolitique, ça, c'est une bio, c'est une autobio, ça. Non, c'est que t'as pas lu mes autres livres. Parce que si tu connais ma vie, ma sœur, tu vas, juste pour terminer, si tu connais ma vie, tu sauras que le personnage qui est dedans, il est très différent de ma personne. Je m'inspire peut-être à 10% ou 15%. Donc, attends, excuse-moi, on a tous écrit des bouquins, on sait comment on écrit. Il y a pas de problème, mais je te dis, je m'inspire à 10 ou 15% de toi, de moi, et le reste, je suis très différent de lui. Il y a des choses qu'il a fait que j'aurais jamais fait. Donc, on est dans l'autobiographie même à 15-10%. Merci. Continue. La sœur insiste sur ça. Bah, attends, tu me dis, je m'inspire à 15-10% de ce que je suis. C'est quoi, je te donne, si tu veux, c'est 120%. Bah, merci. Comme t'es chaude. Mais en vrai, je te le dis, il y a le personnage de Wazir, parce qu'il faut qu'on parle de lui, Marcus à la base, c'est quelqu'un dans lequel au départ on peut avoir une même réalité, puis après son évolution, elle est très différente de la mienne. Mais pourquoi fiction géopolitique? Si c'est fiction géopolitique dans le sens où lorsque l'on parle de la manière dont les organisations dites takfiristes, c'est quoi? Ce sont les prétendus musulmans qui sont capables d'excommunier d'autres musulmans, et donc qui sont capables de les assassiner à partir du moment où ils sont en désaccord avec leurs idées. Et donc takfiristes et Daesh et Al-Nosra, toutes ces mouvances-là. Je m'intéresse pas à ça sur un terrain simplement religieux, je m'intéresse à ça parce que je suis passionné de géopolitique et j'en ai fait mon travail. Et ces organismes-là, la manière dont ils fonctionnent, la manière dont ils sont infiltrés, la manière dont il y a des cooptations à différents strates de ces structures-là, c'est des choses qui sont importantes et qui sont nécessaires d'exposer. Maintenant, je n'ai pas voulu en faire, comme je l'ai fait dans mes deux autres ouvrages, un essai où il y a une partie bio en effet, une partie 100% théorie, analyse géopolitique. Là, j'ai voulu faire quelque chose qui peut parler au gars du bitume, qui peut parler à un jeune, qui peut parler à n'importe qui peut être lu par n'importe qui. Et j'en ai discuté avec mon camarade, frère de douleur, Rockin' Squat, Mathias. On s'est dit, quand je suis sorti de prison en 2014, certains l'apprécient, d'autres l'apprécient pas, là, pas la question, moi, certains m'apprécient, d'autres m'apprécient pas. Mais, j'ai vu le sourire de, il y a des sourires qui trahissent ici, moi. Mais ce que je veux dire plus sérieusement. On n'a rien dit, hein, t'as vu? Ce que je veux dire plus sérieusement, moi, c'est un psychologue, hein, on dirait. C'est un quoi? Ah ouais, non, j'analyse très rapidement, mais c'est à force d'avoir passé un bon bout de temps dehors quand j'étais plus jeune. Mais ce que je veux dire, c'est que, Mathias, c'est quelqu'un qui, sur lequel on peut se retrouver
sur un certain nombre de constats politiques. Ça veut pas dire qu'on a la même vie, le même vécu, ni les mêmes finalités sur un certain nombre de sujets. Oui. Moi, mon combat, c'est l'Afrique. Lui, c'est un peu plus tout ce qui est contre le système. Mais on a discuté à ma sortie de prison. On s'est dit, ce serait bien qu'on fasse quelque chose en commun qui pourrait montrer que, tu vois, le méchant extrémiste noir mangeur de blanc et le méchant blanc complètement fada ou complètement cinglé, soi-disant, selon les médias français orthodoxes, ils peuvent travailler ensemble. C'était intéressant ce petit pied de nez à l'actualité, considérant qu'on m'a présenté comme un méchant noir mangeur de blanc à la base. Et après, par la suite, lorsque j'ai écrit cet ouvrage, il y a la femme de Samuel Le Bihan, Danielle Abeille, peut-être que vous connaissez, qui est une sœur que j'apprécie profondément, une bonne amie, et il y a surtout Gilles Duarte Stomy, qui s'est dit, il voudrait adapter ça au cinéma, mais pas au cinéma en mode on va mettre ça à Gaumont UGC, on n'est pas des Golemons comme dirait l'autre. On sait très bien que ce qui est dit dedans ne va pas plaire sur un certain nombre de sujets à la cinématographie française. Surtout la fin, parce que je pense que jusqu'à un certain stade, si je te fais une confidence, des grands réalisateurs français ont lu le script, parce que Stomy a montré le livre, scénario, à différents réalisateurs, mais il a caché le nom. Et en gros, il a dit, qu'est-ce que tu penses? Les mecs ont pété un câble sur le scénario. Ils ont kiffé. Le seul truc qui leur a dérangé, c'est, je vais pas rentrer dans le vif du sujet, mais c'est, voilà, qui manipule les mouvements terroristes, etc. Quelles sont des interpénétrations qu'il y a dans cette structure. Ça dérangeait. Mais ils étaient chauds pour lifter. Et quand ils ont su que c'était Kémy Séba qui avait écrit le livre, les mecs, il y a eu une perte de poids c'était en mode bref, je vais pas rentrer dans les détails, ça m'a fait beaucoup sourire. Et du coup, on s'est dit, on va certainement sortir en DVD. Aujourd'hui, je suis à une période où on arrive à répondre une pensée plus que certains penseurs autoproclamés ou officiels en Occident, sans passer par les médias traditionnels occidentaux. Je passe par mes médias africains. On a Internet dont on se sert. On réussit à toucher une quantité de personnes quand même assez importante. Et donc, on peut largement passer par le biais du DVD. Ça va dans le cadre de l'autodétermination, l'anti-victimisation que je prône. Si t'aimes pas la manière dont on instrumentalise le noir dans les médias, j'ai eu beaucoup de frères qui m'ont écrit pour me dire Kémy, il faut que tu réagisses. Le film Chocolat, les gens déjà ont parlé du film Chocolat sans l'avoir vu, en disant oui, la manière dont on présente les Noirs. Omar Sy, moi je dis Omar c'est un frère, j'ai rien contre lui à titre personnel. Et si vous n'avez pas le film dans lequel il joue, si vous l'avez vu, bah, proposez d'autres aspects cinématographiques plutôt que toujours se plaindre. Parce que c'est bien aussi de proposer plutôt que d'être systématiquement dans la démarche de s'opposer. Et donc à partir de là, on s'est dit on va faire une fiction et Gilles et d'autres frères du milieu hip-hop que je citerai pas pour les protéger pour l'instant, mais qui sont en première ligne quand même, dans bon nombre de sujets, sont en train de gratter pour qu'on fasse quelque chose de fort. On se presse pas dessus parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais pour que dans les temps à venir... Il y a Booba dedans aussi? Non, il n'y a pas Booba non dedans. Ah. Booba c'est un frère. Maintenant, je veux dire, Booba, sa réalité, j'ai la mienne. Faut qu'on soit très clair. Et les gens pensent souvent que parce que je l'ai défendu par le passé, ça veut dire que c'est mon srab, on se parle tous les jours. Non, c'est pas... Déjà, de un, je suis ni fan de lui, je suis ni... c'est un grand frère. Je l'ai écouté, j'ai grandi et je suis arrivé en région parisienne à 14 ans. La musique de Lunatique de Ali, que j'aimais profondément aussi, et Booba, à l'époque où ils étaient ensemble, c'était deux frères qui me touchaient profondément. Quand Booba a fait sa carrière solo, j'ai continué à le soutenir. La démarche ultra-capitaliste, consumériste à souhait, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve absolument pas. Ouais, c'est ça, du coup. Ouais, c'est la schizophrénie, mais comprend pas, on dit. Je sais que certains ne comprennent pas, ils se disent comment Kémy, l'anticapitaliste peut. Non, d'ailleurs, il y a Alpha 520 encore dernièrement dans une. Je vais pas te cacher, ma soeur, j'ai même pas envie de répondre. Dans une vidéo qui disait, non mais parce que explique bien, parce que les gens comprennent pas que d'un côté tu défends un mec comme Booba qui prône le capitalisme, et d'un autre côté. Je te fais une confidence. Je te fais une confidence en ce qui concerne le frère que je vais pas citer. Il y a des gens qui n'ont de la force que dans les clashs. Tu vois, je peux pas débattre ou discuter avec Ahmadinejad, je peux pas discuter avec Tariq Ramadan, avec Michel Colomb et me retrouver à discuter sur des sujets comme ça, comme les autres histoires de Bassem Braiki, les gens qui me disent qu'Kémy envoie des noirs, on a été tabassé. J'ai plus cet âge-là, tu vois. C'est comme j'ai ce frère-là, j'ai entendu, il aurait parlé de moi, je vais jamais lui répondre. Ça, je te rassure dessus. Maintenant, de manière plus globale, ce que je peux te dire, c'est que les gens ne comprennent pas que ce que j'ai soulevé et ce que j'ai vu en Booba, un métis qui aurait pu parler de beaucoup d'autres choses, il a parlé des noirs depuis le départ. C'est une réalité qui l'a touché. Après, la manière dont il enrobe ça, c'est comme les gens qui me disent que Booba parle du rap, parle du capitalisme. Le capitalisme, aujourd'hui, il a touché toutes les sphères de la société. On peut le combattre, on peut lutter contre cela. C'est ce que j'essaye de faire. Mais quand je vois ou quand j'écoute un morceau de Booba, c'est comme quand je vais voir un film de Tarantino en tant que tel. Je fais un distinguo entre le personnage et la création qui, elle, est imbibée, excuse-moi,
imbibé plus exactement de cet ultra-capitalisme-là que moi je peux vomir à certains sujets. Donc c'est une schizophrénie. Quand j'étais en taux, je te donne un exemple simple. J'écoutais du Rick Ross et je lisais du Amadou Mpateba et du Nietzsche. Et quand le gardien de prison ouvre la cellule, il me voit avec le son de Rick Ross et il dit tu lis quoi? Et il voit que je lis du Nietzsche. Il est en train de péter un câble. Je lui dis ouais, mais c'est la schizophrénie de notre société. Moi je n'arrive pas à faire semblant. Et les gens qui critiquent cet individu, j'ai pas envie de défendre Booba systématiquement parce que sur l'ultracapitalisme, je suis on doit tourner. Sur l'ultracapitalisme, je te le dis clairement, je suis opposé à sa démarche. Donc les gens qui, comme celui que tu as cité, qui critiquent, sont des gens qui critiquent pas pour des bonnes raisons. Parce qu'ils savent en réalité que mon problème, c'est pas l'ultracapitalisme avec lequel je suis d'accord, c'est autre chose. Mais ils ont des bifs entre eux et moi je veux pas me mêler de ça. Calme-toi. Non, je suis très calme, T'es mieux quand tu souriais. Je suis très calme, mais je souris toujours. Il me filme, il y a des témoins, je souris toujours. Parce que faut bien manger, hein, comme dirait l'autre. On va marquer la pause publicitaire dans un instant. Je suis très calme, faut pas caricaturer. Là. Il est de passage à Paris, donc pour la présentation de son nouvel ouvrage s'appelle Obscure Époque, qu'on vous recommande. On le retrouve sur le plateau de la radio africaine pour la suite de notre entretien juste après ceci. Il est beau hein, quand il sourit. Faut pas me faire blanchir. De retour en direct à 11h30 avec notre invité et je peux pas te le cacher, hein, Kémy, il y a de nombreuses personnes qui veulent s'adresser à toi. Alors on va essayer d'en satisfaire quelques-unes. Déjà Tanti Awa Bachili, merci de nous rejoindre. Awa, bienvenue. Tanti, on t'entend pas bien, mets bien le téléphone devant la bouche. Aïssa, merci beaucoup Fatou, merci. Aïssa, merci beaucoup Fatou, merci, je vous adore. Salut Tanti. Tanti Alors Kémy, vous écoute Tanti. Bonjour maman. Kémy, bonjour Kémy, je t'embrasse fort. Moi encore plus fort, vraiment. Ça fait longtemps. Le jour que tu es sorti de la prison, j'étais là-bas Kémy, je te suis comme ton ombre. Un moment, ça me touche quand tu me dis malade. J'étais malade, mon nom c'est Bachili, mais mon prénom, je crois que tu dois connaître sur Messenger, je t'ai eu quelquefois. Kémy, bon courage. Merci infiniment maman, ça me touche profondément quand je t'entends. Franchement, je te suis de très 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 près. J'ai 44 ans, mais Kémy, je suis... Avec ces idées, moi, j'ai envie de quitter la France. Je me prépare pour partir au Mali. Je suis une Malienne. Je te souhaite le plus grand bonheur que Dieu t'aide. Je t'aime, maman, et je te dis vraiment, ton message vraiment me donne beaucoup de force. Je te remercie infiniment pour ça. Beaucoup de choses pour l'Afrique. Les consciences se réveillent. Je te jure, Kémy. Quand je t'ai connu, je venais de perdre mon premier fils. Le seul et unique fils que j'avais. Mais on dirait que je t'ai mis un peu dans la place de mon fils et ça m'a beaucoup soutenu parce que ces idées, mais franchement, merci. Et les agents qui vendent les livres me connaissent très bien. Franchement, bon. Merci beaucoup, maman. Je t'embrasse très très fort et j'espère que je pourrai avoir les coordonnées de la maman après. Ouais, t'inquiète, on les a. Merci. Maman, tu m'as touché, hein. Fais doucement. Merci, maman. Merci pour votre appel. On vous entend pas très bien. Tantine Awa, on va raccrocher Tantine, on t'entend pas bien. Vos coordonnées à Kémy. Seba. Bonjour, qui est là? C'est Joe. Bonjour, bienvenue. Allez-y rapidement, on vous écoute. Oui, bonjour, bonjour Kémy, comment vas-tu? Bonjour mon frère, comment vas-tu? Ouais, ça va. En tout cas, je suis très content de t'avoir au téléphone et je suis très content du message que tu transmets aux frères. Merci beaucoup. En fait, c'est ce que j'aimerais que tu fasses un peu. Après, ce n'est que mon avis. Hein. Je trouve que ton message, il est bien, mais il n'est pas très axé sur l'éducation. Je veux dire, parce que après, je me trompe, hein, mais je trouve que les jeunes dans le milieu urbain, surtout en Europe, ils aiment bien ton message, mais c'est comme s'ils prennent ça comme un effet de mode, en fait. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Pour eux, ils prennent ça comme un effet de mode. Le fait de combattre le système, pour eux, c'est quelque chose de cool. C'est de la rébellion. Voilà, alors que c'est un message important, ils ne comprennent pas vraiment la profondeur de ton message. Moi, j'aimerais bien que tu leur expliques un peu aux jeunes que le savoir est une arme et les pousser vraiment à faire des études, à comprendre un peu comment le monde fonctionne à l'heure actuelle. Alors frérot, je vais te répondre. Déjà, je te remercie infiniment pour l'intervention, pour la question et pour le love aussi qui est diffusé. Je te dirais simplement que je pense qu'il est nécessaire de nuancer un petit peu le propos donné que tu donnes, même si il part d'un constat qui est le tien, c'est l'addition des constats, jaillit la lumière. Je te dirais que, tu sais, à travers mes ouvrages,
j'ai poussé beaucoup de jeunes, je pense, beaucoup, surtout Supranégritude qui s'est énormément vendu, mais j'ai poussé beaucoup de jeunes à étudier, parce que j'ai des retours de cela. Beaucoup de jeunes à se former en tant que tel. Et je te dirais le pilier de le pilier, j'ai le pilier de ma vie et le toit de mon âme. Le pilier de ma vie, c'est Etouma. Elle est directrice d'école. C'est elle qui avait fondé le BPC à l'époque, qui avait été interdit. Même il y avait une émission sur BFM à ce sujet qui avait été interdit par le maire, ça ne nous a pas empêché de le faire. Qui aujourd'hui est directrice d'une école panafricaine primaire à Dakar, dans laquelle 2 de mes enfants sont. D'accord. Donc sur le terrain de l'éducation, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement présent, d'extrêmement important. Le toit de mon âme, Natou, dirige Reine Héroïne d'Afrique magazine, qui est un magazine qui est sur le net et qui est aussi un format papier sur commande. Et elle part de l'histoire de l'Afrique en tant que telle, elle part de la femme africaine en tant que telle. Et elle a aussi écrit un cahier qui s'appelle l'Afrique racontée à nos enfants. Donc détrompe-toi, c'est pas parce que je n'en parle pas à chaque seconde que l'éducation n'est pas pour moi un outil prioritaire et une base plus que jamais principale pour l'élévation des nôtres. Au contraire, et tous ceux qui nous suivent, que ce soit dans les conférences au pays ou dans les conférences ici, savent que j'insiste dessus. Maintenant, il y a une réalité sur laquelle je ne vais pas nier ce que tu dis. C'est que en Occident, la diaspora et ceux qui nous suivent, parce qu'il n'y a pas que des Noirs qui nous suivent, même s'il y a une majorité de Noirs, mais la diaspora et ceux qui nous suivent de manière plus globale sont dans une situation d'être en contestation avec l'oligarchie d'Occident. Donc forcément, ils vont prendre beaucoup plus la partie de mon discours qui consiste à s'opposer aux élites et qui plus que jamais maquillent un monde qui se délite, plutôt que de regarder ou d'observer ou d'analyser la profondeur analytique de mon discours sur le continent africain, dans les conférences, dans les universités ou à la télévision quand on fait des chroniques géopolitiques. Donc, j'ai envie de te dire que notre message, il est bicéphale. Il est à la fois pour la street, parlons clairement, mais il est aussi pour les gens qui veulent se former, qui veulent s'éduquer, qui veulent avancer. Tout en disant aussi, toujours, et je terminerai par là, parce qu'on me fait signe, que le savoir est une arme, mais le savoir n'est pas une finalité. Parce que le savoir sans l'action devient paralysie et on ne peut pas être dans l'immuabilité. On a besoin de pousser les nôtres vers une démarche de motricité. Justement, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu l'ampleur de toutes ces actions, puisque nous en parlerons tout à l'heure d'une ONG, une ONG qui est presque sur pied, il me semble, une ONG qui mêle action humanitaire dans les pays en crise en Afrique et qui va s'adresser également aux jeunes de banlieue. Exactement. Qui nous expliquera dans un instant de quoi il s'agit. Nous avons une autre personne. Bonjour, qui est là? Allô? Bonjour. Oui, c'est Doyen. Bonjour, Doyen. Oui, c'est Doyen. Allez-y rapidement. Bonjour, Seba. Bonjour, papa. J'ai un fils qui avait assisté la dernière fois à ta dernière conférence sur le panafricanisme. À Paris? À Paris, sur la ville de Bac. D'accord, ok, très bien. Voilà. Voilà. Et à son retour, on a discuté, on a parlé et j'ai vu, je ne connaissais pas Seba. C'était la première fois que je l'ai connu parce qu'il m'a même montré, vous avez posé sur, il m'a montré une photo. D'accord. Et je vois que tu es très baigné, très imprégné dans le panafricanisme. Mais j'ai une seule question à te poser, peut-être que les gens ont déjà eu à poser. Quelles sont, Témi Seba, les vraies perspectives d'avenir en ce qui concerne la jeunesse africaine, en ce qui concerne la jeunesse du monde noir? C'est la seule question que je voulais poser. Alors, prendre le temps. Merci, Doyen. Merci, grand frère. Évidemment, pour une question aussi ouverte, tu comprendras que j'ai 2 choix. Soit je fais une conférence dessus et on arrête l'émission, mais je pense pas que Fatou est... Non, toi, t'as trop parlé. Toi, faut voilà. répondre en 2 mots, pardon. Et donc, en 2 mots, je te renverrai déjà mes livres parce que toutes les perspectives en ce qui concerne cette jeunesse noire et cette jeunesse africaine de manière globale, je pense que je donne un certain nombre de bases, surtout dans l'ouvrage Black Nihilisme. Et de 2, juste pour terminer dessus, parce qu'on me speed et que dans le matriarcat dans lequel nous vivons, on peut pas désobéir aux femmes. Je dirais simplement, en plus elle cheap quand on parle poliment. Je me rends compte vraiment là. Bref, je dirais simplement, papa, à cette question importante que le message il est bicéphale parce que la réalité de la jeunesse sur le continent africain n'est pas la même réalité que la jeunesse dans les quartiers, dans les zones urbaines en Occident. La jeunesse africaine du continent, je pars du principe qu'il est nécessaire de lui faire comprendre la richesse de notre sol, la richesse de notre terre, la pousser à s'auto-développer plutôt que de voir l'avenir, le paradis en Occident. À chaque fois, tu pousses les gens et la jeunesse, là tout de suite, vers tes bouquins, vers les livres que tu écris. Sauf que on dit que l'Africain ne lit pas. Je peux t'assurer que c'est faux. Moi, vraiment, j'ai répété ça pendant des années.
jusqu'à ce que je vois que quand je vends mes livres, je peux t'assurer qu'il y a beaucoup qui lisent, vraiment, tu vois. Et pour ceux qui lisent pas, parce qu'il y en a beaucoup qui lisent pas. Ceux qui lisent pas, je pense que j'ai quand même depuis 4 ans que je travaille à la télévision, j'ai un certain nombre de chroniques géopolitiques que je fais, c'est mon boulot, où je décortique et je synthétise en quelques minutes ce que je fais durant des heures dans des conférences à l'université ou ce que je fais dans mes livres. Et donc, toutes les personnes qui veulent aujourd'hui se renseigner et se former, je pense qu'elles ont accès avec Internet. Aujourd'hui, tout le monde a la possibilité de faire cela. Tu peux pas nous ouvrir des écoles, des universités, Beaucoup, tu sais, c'est marrant que tu me dis ça. Beaucoup de personnes me disent ça. Avant de songer à cela, je te dis, je répète, je pense que la formation commence dès la base. Il y a une école à Dakar qui s'appelle l'école panafricaine La Moisson. École La Moisson. Nous, on l'a qualifiée de panafricaine quand la sœur Etouma a pris les responsabilités en tant que directrice de cette école, où on forme les enfants, on les éduque sur l'histoire de l'Afrique. Il faut qu'ils connaissent une chose sur chaque pays africain, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et arrivera un moment, lorsqu'on aura beaucoup plus de possibilités, on ira vers la construction d'un institut en tant que tel qui pourra être beaucoup plus solide, structuré et qui pourra à l'intérieur du continent africain faire les choses. Mais je pars du principe que le savoir, on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait une école qui se fasse. Moi, je pousse les nôtres non pas à manger le poisson, mais je veux leur apprendre à pêcher. Et pêcher aujourd'hui avec Internet, il y en a qui veulent voir le booty checking de Nicki Minaj. C'est un droit. Elle a un beau booty d'ailleurs, c'est pas la question. Et en tant qu'Africain, je sais être un connaisseur dessus, mais il n'en demeure pas moins qu'il est important aussi d'aller sur Internet pour regarder les choses réelles par rapport à notre histoire et surtout, parce que l'histoire pour l'histoire, c'est du gargarisme, mais voir aussi l'actualité géopolitique, parce que celui qui nie la réalité géopolitique, lorsque des rafales viendront près de sa maison, près du café où il est en train de boire un verre, il comprendra qu'il aurait dû se préoccuper du monde qui l'entoure. Et des actions comme Kerry James, par exemple, qui propose des comment on appelle, des bourses aux jeunes étudiants issus de la diaspora. Quelle qu'elle soit. Alors je te dirais très simplement que Ben Laden avait bac+5, ça l'a pas empêché d'être un terroriste, donc les études ne répondent pas à tout. Mais juste que je termine, s'il te plaît, je te sens tendu. Juste que je termine. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, tout le monde sait que Kerry n'est pas mon meilleur ami en tant que tel, mais c'est un frère. Et ce qu'il fait, à partir du moment où il s'épanouit dedans, qu'il essaie de donner du love à certaines personnes, c'est des choses qu'il faut encourager. Et moi, je le dis, quels que soient les antagonistes qu'il y a pu avoir par le passé, c'est un frère. Je l'aime en tant que frère. On a des différences. Moi, mon combat, c'est le panafricanisme avant tout. Je suis noir avant tout. Je le dis et je le précise. Lui, sa réalité peut être tout autre, mais il n'en demeure pas moins que le travail qu'il fait pour donner des bourses à certains jeunes des banlieues, je souhaite juste que ça ne devienne pas une nouvelle noirgeoisie, une nouvelle bourgeoisie qui, une fois qu'elle sera formée, deviendra une nouvelle élite qui sera déconnectée des réalités, parce que c'est aussi un piège qu'il faut éviter. Mais je l'encourage et lui donne la force dans ce qu'il fait. Moi, ma priorité, elle est autre. C'est tout en étant dans une démarche d'éducation concrète sur le continent africain, c'est aider les nôtres sur le terrain humanitaire, en ce qui concerne la doctrine panafricaine qui est la nôtre, parce que si on le fait pas, personne ne le fera. Alors c'est vrai, il y a cette préoccupation. Donc je lui passe la paix, si tu veux lui passer la paix de manière indirecte à Kerry, n'hésite pas. C'est un frère que... Moi je passe rien du tout, tu fais comme tu veux. Il y a pas de souci, j'ai passé alors. Il y a pas de problème. Il y a quand même cette préoccupation dans tes sorties sur les réseaux sociaux notamment et à travers tes ouvrages. C'est vrai que les auditeurs en parlaient pour la conscientisation de la jeunesse, les pousser à lire, les pousser à s'intéresser à autre chose que ce qu'ils voient à la télévision. Et d'ailleurs, à travers ton dernier ouvrage là, Obscure époque, merci. Tu veux également essayer d'éviter qu'une partie de la jeunesse qui est née dans les banlieues et qui n'a jamais trouvé sa place dans cette société française, à ne pas se replier sur elle-même, la conscientiser et lui dire d'éviter la pente de la radicalisation. C'est aussi le but de cet ouvrage, Kémy. Après, alors exactement, ma sœur, je rajouterais juste un point en disant que il y a des radicalisations qui sont bonnes et d'autres qui sont mauvaises. Luther King était un radical de la paix et un radical de la non-violence en tant que tel. Mais la radicalité qui te pousse à aller vers des causes, qui te pousse à assassiner ou excommunier des gens ou à tuer des gens parce que t'es pas d'accord avec ces derniers, ce n'est pas une bonne chose. J'ai eu un petit frère que j'aimais profondément, qui s'appelle Andy, je tiens à lui rendre hommage, qui est mort à 21 ans, que j'ai rencontré, il en avait 18. C'était à la sortie d'une conférence, il m'avait offert son manteau, parce que je venais en boubou, je venais du pays, direct je descends de l'avion, je fais ma conférence. J'étais en boubou en pensant que l'Europe c'est l'Afrique. Et il me voit, il m'offre son manteau, on a sympathisé. C'était un frère qui avait beaucoup de cœur. Et j'apprends quelques années plus tard, qu'il est mort en Syrie, récupéré par Daesh. C'était un jeune Rwandais. Et c'est sa sœur Dina, à qui je passe le bonjour, qui est avec nous dans l'ONG,
qui m'apprend cette nouvelle et qui me dit que le petit frère, à un moment, s'est laissé récupérer par ses mouvements takfiri parce qu'il y avait une colère qu'il avait vis-à-vis de cette société occidentale. Et je dis toujours que vivre en paix dans une société malade, c'est être vraiment malade soi-même. Il y a un moment où on ne peut pas être en paix, en toute quiétude vis-à-vis de cette société. C'est obligatoire. Et le problème, c'est quelles sont les réponses que l'on donne à cela. Je dis en préambule de mon livre, je dis l'identité est une clé qui te sert soit à ouvrir la porte de l'humanité, soit à t'enfermer, à t'incarcérer. Et moi, je vais faire en sorte que la recherche de notre identité ne nous pousse pas à nous battre les uns contre les autres, mais au contraire à enrichir notre patrimoine et à aider l'humanité. Et donc l'ONG Urgence Panafricaniste est partie de cette démarche-là. On s'est dit que sur le continent africain, les nouvelles formes de prédation colonialiste, néocoloniale, sur lesquelles je me spécialise, ont très souvent ou passent par le biais des ONG. C'est quelque chose qu'il faut dire. Et la nature a horreur du vide. On peut dire ONG mauvaises, les méchantes ONG occidentales, on peut dire tout ce que l'on veut, mais elles sont là. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous, souvent, on construit des puits, un puits, ouais, on va faire un selfie pendant 3 ans, en disant j'ai construit un puits à Yamoussoukro, à je ne sais quelle autre ville, sans être dans une démarche de comprendre qu'il y a une guerre qui se déroule aussi sur ce terrain des ONG. Et donc, on a décidé en s'inspirant d'une ONG sœur, elle, c'est dans une démarche idéologique complètement différente. Baraka City, on a visité ces frères-là récemment. Sont des frères de lutte dans le sens où eux, ils ont leur paradigme qui n'est pas le nôtre. Nous, on est une ONG œcuménique. Il y a des traditionalistes, il y a des vaudouisants, il y a des kémites, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, tout ce que tu veux, et des mourides dans l'ONG Urgence Panafricaniste, des Rastafari, des athées, des agnostiques, mais faire en sorte que on puisse justement agir dans des zones d'urgence, là où personne n'ose aller, et montrer que l'Afrique peut s'aider par elle-même, pour sa propre destinée. Et il y a beaucoup de personnes, des artistes, des footballeurs. Je passe un bonjour à Doudou, Jacques Fati, à Zobali Zelat, le propriétaire de la marque Noir et Fier, à d'autres personnes qui sont dans cette démarche aujourd'hui de s'investir de manière commune à mes côtés pour que cette ONG, il y a aussi le docteur Stéphania Bienda, gynécologue camerounaise, la sœur Dina, qui sont dans une dynamique de montrer que on peut prendre nos responsabilités et aider les nôtres. Donc on est en train de structurer cette ONG. Oui. Elle est déjà, en fait, on l'a déclarée au Sénégal, donc elle est en cours d'officialisation. Et on se laisse le temps jusqu'à début juin pour mener la première grosse action d'envergure sur le continent. Voilà. Une ONG qu'on pourra rejoindre. Évidemment, exactement. Et je compterai évidemment sur ton regard avisé. Pourquoi pas pour nous aider, nous apporter de la force à toi ou à la sœur Fatou. Avec plaisir. Il y a beaucoup de personnes qui veulent t'interpeller, te parler, te saluer, Kémy. Il y a du monde. Alors nous allons prendre quelques-uns pour pas les frustrer. Guerlain, bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour, Aïssa. Allez-y rapidement, on vous écoute. Oui, moi je voudrais rebondir sur le panafricanisme. Salut, c'est Ba. Bonjour mon frère. Oui, moi je sais pas qu'est-ce que tu prends de ma vision. Moi je suis de la RDC. Donc je ne crois pas beaucoup à l'africanisme, panafricanisme, parce que je me dis quand je vois mon pays, je regarde mon pays, bon il se passe pas qu'au Congo, hein, chez moi. Hein. Quand je pense à Blaise Compaoré, comment il a essayé de déstabiliser tout l'Ouest là-bas, quand je pense à ce qui vient de se passer dernièrement au Burkina Faso, par rapport à l'ingérence des autorités, certaines autorités ivoiriennes. Oui, faut faire vite, tonton. Donc voilà, donc moi je dis que je ne... Fatou, elle n'est pas gentille. je ne crois pas au panafricanisme. Donc, je comprends. Je comprends ta vision. RDC, hein, je vais finir. Je dis que moi je suis de la RDC. Nous avons 9 pays voisins et tous nos voisins cherchent à nous déstabiliser. Sauf nos voisins du Nord, c'est Centrafrique et le Soudan du Sud. Tonton, il faut laisser répondre, ça va couper. Ouais, ils ont leurs problèmes à eux, n'est-ce pas? Sinon, ils seront à 9 à nous déstabiliser. Je peux te répondre, Frangin? Je peux te répondre, mon frère. Merci beaucoup. Alors, je te réponds en disant que la RDC, je connais très bien, puisque le toit de mon âme Natou est congolaise elle-même. Et je te répondrai simplement que, tu sais, ce n'est pas parce que des malfaiteurs agissent sous un visage africain que cela veut dire qu'il faut condamner l'africanité dans sa globalité. Je te fais une petite parabole qui est une parabole lointaine, mais qui peut être proche aussi. Lorsque j'étais petit, j'ai connu des brutalités et des violences et aussi des attouchements d'une femme. J'en suis pas venu à essentialiser la femme et à devenir homosexuel pour autant. Tu vois, donc c'est pas parce qu'il y a des Africains qui se comportent mal que l'africanité dans sa globalité doit être rejetée en tant que telle. Et je pense au contraire que quand des gens agissent mal, il faut voir le côté de ceux qui agissent bien, qui donnent de la force. Le RDC est une zone qui, parce que c'est l'une des zones les plus riches du continent africain, est une zone qui vit un certain nombre de guerres sous proxy. On nous parle du Rwanda, on nous parle de différents pays environnants. Le problème, ce n'est pas le Rwanda, c'est l'oligarchie rwandaise. Et derrière cette oligarchie rwandaise, quels sont ceux qui instrumentalisent cette oligarchie pour leurs propres intérêts?
Et tu ne peux pas comprendre le pillage qui est en RDC si tu n'es pas capable de comprendre quelles sont les multinationales qui sont derrière un certain nombre de régimes environnant cette région. Donc, ne tombons pas dans le piège de la balkanisation du continent africain qui profite à un certain nombre, mais qui ne profite certainement pas à l'Afrique dans sa globalité. J'ai voyagé partout, j'étais interdit de rentrer dans ton pays. Ils préfèrent laisser rentrer les multinationales que laisser rentrer le petit nègre Kémy Séba, mais il n'en demeure pas moins que je peux t'assurer que partout où je vais, la jeunesse africaine, et pas que les jeunes, parce qu'il y a des mamans, des papas aussi, ce sentiment panafricain, c'est quelque chose de présent, de prégnant. Et on ne doit pas se laisser avoir par ceux qui veulent nous diviser. Moi, tu parles en tant que RDC, moi je parle en tant qu'Africain. Et je te vois en tant que frère africain, natif ou pas de la RDC ou originaire, peu importe. Mais qu'on le veuille ou pas, on est considéré comme la même entité. Et tôt ou tard, il faudra qu'on soit capable de se le rappeler. Un dernier intervenant, c'est Aliou. Bonjour Aliou. Oui, bonjour madame. Allez-y rapidement, on vous écoute. Excusez-moi, je suis très content d'avoir M. Kémy Séba à l'antenne. Bonjour, j'ai aussi souvent sur la 2STV du Sénégal. Et à un moment donné, j'ai eu de l'espoir parce que je suis alpulaar. Nengadef. Sant Yàlla, alhamdulillah. Ana waa kër gi. Je suis Peul. Ah, tu es Peul. Ah, j'ai étalé tout mon freestyle. Sénégalais, là. Vas-y, continue. Merci beaucoup. J'ai eu de l'espoir en vous entendant parler du problème de la Mauritanie, du problème des négro-africains. C'est un problème que j'ai l'habitude de dire que les gens ont tendance à dire qu'il y a eu du génocide au niveau du Rwanda ou du Burundi, quelque chose comme ça. Et qu'ils oublient le problème de la Mauritanie. C'est identique. Parce qu'il y a eu des négro-mauritaniens qui ont été tués. Qui le sont encore. Voilà, jusqu'à présent. Parce que l'ancien président les a tués. L'actuel président leur a privé de leur identité. Au-delà de ça, il les esclavagisent. Voilà, et l'esclavagisme. Les Haratines. Voilà, qui est là. Donc, quand je vous ai entendu parler de cela, j'ai eu de l'espoir. Donc, l'Afrique, il nous faut des gens comme vous. Merci, mon frère. Moi, je suis musicien chanteur. D'accord. J'ai écrit des chansons là-dessus. D'accord. Mais quand il y a pas des médias qui relaient ces genres de choses, il nous faut des gens comme vous. Merci beaucoup, mon frère. Bon courage. Merci infiniment, mon frère. Bassouba. À bientôt. Merci infiniment. Je peux rebondir juste sur ce qu'il dit sur la Mauritanie, ça vous dérange pas? Vite, une seconde. Une seconde pour adresser une pensée à ceux qui sont encore au XXIe siècle esclaves à cause de leur couleur de peau dans un pays qui s'appelle la Mauritanie. Il y a trop de tabous dans nos sociétés entre Africains et monde arabe. Ça veut pas dire que tous les Arabes sont responsables de l'esclavagisme, mais il y a une réalité. Aujourd'hui, il y a un pouvoir, il y a une caste arabe qui ostracise et qui, par le biais de la négrophobie, infériorise un certain nombre de gens au sein du continent africain. Il faut le dire. Je serai, parce que je n'aime pas parler derrière un micro simplement ou derrière Internet, je serai dans 2 semaines en conférence au Maroc pour parler de la négrophobie parce que j'aime en parler sur le terrain devant les gens. Et je pense que c'est nécessaire de le faire. La négrophobie tue. La négrophobie infériorise et il faut en parler. Justement, avant de conclure, puisque malheureusement, le temps passe tellement vite. On a trop de questions, là. Où est-ce qu'on va pouvoir te voir en conférence prochainement? Je sais pas si tu annonces les dates. Si, on les annonce, sauf qu'on, pour un mesure de sécurité, on le dit pas, mais là, donc hier, on était à Bruxelles et avant-hier, on était à Marseille. Là, samedi, on est au Havre. Après, on est, le samedi d'après, on est au Maroc. Ouais. Le samedi d'après, on est à Londres. Ouais. Le samedi d'après, on est à Lyon. Le samedi d'après, on est à Nuremberg. Ne voyez pas d'amalgame bizarre. En fait, il faudrait te faire une demande d'amis sur ton sur non, en fait, page. il suffit juste de me suivre sur ma page. Voilà, de liker la page ou pas. Vous pouvez sans liker, parce qu'on n'a pas besoin de demander aux gens de liker. Suivre en tout cas la page. Et la là, page on voit officielle, tout, voilà, il y a toute ta l'actualité communauté. qui est là, exactement. Un dernier mot, Kémy, il reste 3 Moi, minutes. attends, moi, je peux parler. Et la go, elle est agressive. Non, parce que tu me fais penser à Malcolm X. Non, mais, enfin, vas-y. Bah, fini. attends, excuse-moi. Fini. C'est mon ressenti. Elle, j'ai le droit elle d'avoir. est en train de me mordre là. Non, mais j'ai le droit d'avoir un ressenti. Si tu veux me mordre, faut me mordre pour de Est-ce vrai. que j'ai le droit d'avoir un ressenti? Mais est-ce que tu peux avoir un ressenti sans me crier dessus, ma sœur? Non, mais est-ce que- Parce que tu vois, je lutte contre la castration de l'homme noir à l'extérieur et je respecte mes sœurs, mais je vais pas non plus te laisser Non, crier dessus. Non, mais ça va pas ou quoi? Moi, je vais te crier dessus, je Tu vas crier continuerai de dessus te sur crier dessus parce que personne. toi-même, tu sais Tu très vas bien que crier, c'est la femme. tu vas crier qui dessus gère. sur personne. Vas-y, fini. Vas-y. Mais non, voilà, moi, tu me fais penser à Malcolm X, un peu genre, un peu le même genre d'histoire, toi, le mec un peu virulent et tout. On est différents sur beaucoup de sujets. Oui, non, mais vous êtes différents sur beaucoup de sujets, Et mais ça- et laisse-moi ça- avoir, laisse-moi Ma me faire sœur, mes est-ce que trucs. tu peux me parler avec love comme je te parle Oui, avec je love? t'aime Ouais, beaucoup. voilà, c'est Je mieux, t'aime c'est mieux. beaucoup. En C'est tout cas, mieux, c'est mieux. en tout cas, tu me fais penser à ce mec-là qui était très virulent au départ, qu'on a beaucoup attaqué, qui s'est battu et qui finalement
a arrondi les angles et en fait t'es dans la même démarche quelque part. En tout cas, moi c'est comme selon ça ta que perception, voilà, merci, j'ai le droit d'avoir ma perception. Exactement. Merci. Et j'ai le droit d'avoir la mienne. Même si je Même tu t'aime m'aimes beaucoup. Mais voilà. Voilà. Et puis il y a aussi ce côté narcissique aussi quand même chez toi, du coup, parce que regarde tous ces gens qui t'adorent, qui t'aiment, qui te suivent ou pas d'ailleurs. Bah, donc finalement, le narcissisme, ça veut dire qu'à partir du moment où tu es aimé, tu deviens narcissique. mais non, déjà j'avais pas fini ma phrase. D'accord, Ensuite, donc c'est pas finis là. forcément péjoratif. Finis là. Ensuite, c'est pas forcément péjoratif, mais en tout cas, c'est ce qui t'arrive de toute façon forcément, parce qu'à partir du moment où les gens te sollicitent, t'adulent et ils sont autour de toi, bah du coup, il y a un petit côté narcissique qui est obligé de Alors je vais te dire, c'est un réveiller et que toi tu vas rendormir. Je termine parce qu'en effet il reste quelques secondes. Non, je suis obligé de répondre dessus. Faut répondre, il reste une seconde. C'est pas il faut étudier le narcissisme, on va pas rentrer dans ce détail-là. Je te dirais simplement que justement ne pas perdre le sens du réel, c'est un combat de tous les jours et de chaque instant. C'est le fait que je sache d'où je viens, que je sache les épreuves qui sont les miennes, la dureté du combat, parce que quand je suis en garde à vue, il y a pas de narcisse en tant que tel avec ma vilaine gueule. Et ce que je peux te dire, c'est que oui, être aimé par les siens, ça touche. Mais j'ai combattu à une époque où les gens m'aimaient pas autant, et je continuerai. La question est comment tu gères le narcissisme finalement. Non, comment on gère, c'est la question, je vais pas te la reformuler, mais la question c'est comment je gère le love, pas le narcissisme, parce que le narcissisme on l'est ou on l'est pas. Ouais. Et l'image qu'il y a, souvent on voit des images, mon équipe diffuse mon image sur les réseaux sociaux, etc. Et je leur dis qu'il faut pas oublier qu'on part d'un déficit d'image. Les médias occidentaux m'ont présenté en animal enragé. Aujourd'hui, on me montre ma véritable image qui est celle d'un noir qui sait cogiter. Et qui est le fils de sa maman, qui était une belle maman, donc qui est un enfant africain qui revendique. Merci beaucoup. Charisme chez toi, Kémy Seba. Tu me fais blanchir. À très bientôt sur l'antenne d'Africa. Reviens nous voir quand tu veux. Je vous embrasse très très fort. On t'accueillera avec plaisir. Ah non, tu vois quand elle parle comme ça, j'ai envie de rester des heures. Oh là Content que tu reviennes, il y a trop de trucs en point, on n'a pas tout dit, regarde tous les trucs qu'on avait préparés, on n'a pas tout dit, il faut absolument que tu reviennes. J'ai même pas abordé le quart, le tiers. Mais ouais, tout ce qu'on avait, on a préparé tout avant que t'arrives, finalement il n'y a rien.